Salam alaikum, Zoul. Bonsoir. Une question se pose. Zarmati est-il devenu un agent du Hirak, infiltré au sein du régime? Oui, je pose vraiment la question, parce que M. Zarmati, le ministre algérien de la Justice, est en train de beaucoup apporter au Hirak. À lui seul, comme un grand, il cumule preuve sur preuve qu'il donne au monde entier que la justice algérienne n'est pas indépendante, qu'elle fonctionne à l'injonction, à la sommation, que les juges ne sont qu'un moyen de répression, qu'on n'utilise que contre les ennemis du régime et qui ne bougent pas une oreille, même s'ils sont traînés dans la boue par leur propre tutelle. Personne, mieux que M. Zarmati, ne nous a montré les juges algériens, les magistrats algériens, sous un jour aussi indigne. Juste des nervis qui exécutent les ordres qui leur parviennent. Rappelez-vous, entre 1001 sorties du genre, quand il a menacé de faire lui-même rentrer en prison les fonctionnaires qui se rendent coupables de bureaucratie. Un ministre qui menace de jeter en prison des fonctionnaires. Avant de se corriger un tant soit peu, en faisant une autre bourde pour corriger la bourde, pour dire qu'il allait donner l'ordre au parquet, au procureur, d'incarcérer les bureaucrates. Écoutez-le. بالله العلي العظيم ونعرف وتجيني معلومه في هذا الاطار من ادارات معينه غير المسؤول دخلوا الحبس وانا مسؤول على كلامي مسؤول على كلامي نعمر النائب العام انه يدخلوا الحبس ما فيش حل اخر الحل هو الحبس. Rappelez-vous aussi, avant le décès de Gaïd Saleh, l'ex-chef d'état-major, celui qui avait désigné l'actuel président aux charges qu'il occupe aujourd'hui. Rappelez-vous comment le même M. Zarmati a tout fait pendant cette entrevue que vous allez voir, pour nous montrer combien l'appareil judiciaire est au garde à vous devant les généraux. Regardez. Merci mille fois. Non, non, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Merci mille fois. Non, non, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout, merci mille fois. Merci mille fois. Comment alors ne pas remercier M. Zarmati pour ces inestimables preuves qu'il apporte continuellement au Hirak pour montrer le véritable visage du régime qui a volé la légitimité au peuple et qui a vidé toutes les institutions de toute substance pour en faire des coquilles vides. Comment ne pas remercier M. Zarmati? Oui, M. Zarmati est un héros du Hirak, à lui seul. Il fait autant de mal au système qu'il a infiltré, que tout un vendredi national. Vous ne me croyez pas? Vous pensez que j'exagère? Alors, rappelez-vous sa proposition de loi de déchoir de la nationalité algérienne les hirakistes les plus visibles du Hirak qui se passe à l'étranger. Le Hirak de la communauté algérienne à l'étranger. M. Zarmati est suffisamment intelligent pour savoir que ce projet n'a pas une chance sur 1 milliard de pouvoir passer. Pas une chance sur 1 milliard. Il sait qu'une telle proposition allait forcément desservir le régime, le couvrir de ridicule, le démasquer aux yeux du monde entier et dresser contre lui-même les plus hésitants de la diaspora. Pourtant, il a eu le courage de le faire.
Et il a même fait en sorte que tous les médias inféodés au régime relaient sa proposition de façon absolument phénoménale. Certains sont même allés jusqu'à annoncer que les traîtres et les mercenaires allaient bientôt être déchus de leur nationalité. Mais c'est loin d'être tout. Monsieur Zermati n'en finit pas de se dévouer pour le Hirak et de nous montrer qu'il est prêt à lui, tout seul, de sacrifier serait-ce sa propre carrière. Prenez par exemple sa sortie d'aujourd'hui. Écoutez attentivement la consigne que ce cher monsieur Zermati a publiquement et officiellement donnée à tous les procureurs généraux du pays. Écoutez bien, une consigne très très grave et qui montre de façon très très forte qu'il a fait exprès, monsieur Zermati, pour montrer au monde entier que la justice algérienne n'est qu'un machin inerte entre les mains de la junte et des agents de la junte. Il aurait pu donner ces instructions que je vais vous lire de façon très discrète, comme d'habitude, en usant des téléphones ou des rencontres confidentielles entre potes, dont le régime a le secret. Que nenni! Fidèle à ses engagements pour libérer le pays, fidèle au Hirak, et montrer au monde entier combien cette justice est instrumentalisée, combien elle ne branche pas une oreille. Voilà les propres propos que M. Zermati a transmis publiquement à tous les parquets généraux du pays. Écoutez bien, écoutez chaque mot. Je le cite. Dans le but de contrôler davantage l'action publique et évaluer la nécessité de sa mise en mouvement, nous vous demandons d'instruire, dès la réception de cette note, les juges relevant de votre spécialité de ne pas recourir à l'ouverture d'une enquête préliminaire aux actions judiciaires pour les affaires de gestion et du détournement des deniers publics qu'après l'approbation de la tutelle. Fin de citation. En clair, il somme tous les juges de n'ordonner aucune procédure judiciaire dans les affaires de corruption par des agents publics de tout niveau sans l'accord du ministère. Tout simplement. Aucune affaire de corruption qui vienne des agents de l'État, des agents publics, quels qu'ils soient, ministres ou alliés, vous ne devez pas instruire les procédures pour corruption avant qu'on vous dise « OK, allez-y ». Si on vous dit « non, n'y allez pas », vous laissez de côté. Ça veut dire ça. Et le meilleur dans cette instruction est qu'elle n'est pas destinée au parquet, aux procureurs généraux, mais aux juges, aux magistrats du siège, censés être indépendants. Comment alors ne pas remercier M. Zermati pour ses services immenses qu'il rend au Hirak, pour avoir ce courage de nous montrer ce régime monstrueux tel qu'il est vraiment, dans toute sa laideur? Il faut absolument, vraiment, penser à lui témoigner la reconnaissance de la nation et à lui remettre une attestation communale d'ancien moujahid du Hirak. Tebboune Zermati Belhemer et le séisme. C'est notre émission, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Saïd Aknin,
militant des droits de l'homme, hirakiste. Saïd, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Jamaldine, pour l'invitation. Qu'est-ce que vous pensez de l'attestation communale à remettre à M. Zermati? Attestation hirakiste. Il est en train de nous aider. Je crois que il y a hirakiste, il y a harkiste. Méchant. Alors, avec nous aussi, Adel Jabbar. Merci d'être avec nous, Adel Jabbar. Merci beaucoup, Jamal. Un petit coucou à Saïd sur ton plateau, à tous les autres invités. Un grand bonjour respectueux à notre peuple en Algérie et à l'étranger. Merci. Alors, Morad Salhi, militant politique qui est avec nous depuis la Suisse. Morad, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamal, merci pour l'invitation. Salutations également à vos invités, notamment Saïd sur le plateau et aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Et Maher Zebouich, enseignant universitaire à Bjaïa, qui ne restera avec nous que quelques minutes. Nous avons vraiment insisté pour qu'il vienne nous donner des nouvelles de Bjaïa après le séisme qui l'a frappé ce matin très tôt, un séisme d'à peu près, dont la magnitude est d'à peu près 6, qui s'est déclenché dans la nuit, plutôt pas la nuit dernière, je crois le matin, après minuit, il me semble, au large, un peu au large de la ville. Tremblement de terre s'est produit donc à 20 km au nord-est de la ville de Bjaïa, à 1h04, voilà, local jeudi. 2 répliques de magnitude 5,2 et 4,7 lui ont succédé. Et l'épicentre a été localisé à 28 km au nord-est de Cap Carbon à Bjaïa, mais il y a eu des répliques un peu partout dans la région, Annabas, Kikda, Boumerdez, Jijel, Bouira, Borj, et nous dit-on même Batna, Batna qui a été secouée il y a quelques jours, et il semble qu'hier aussi elle ait ressenti une petite réplique. Alors, Maher Bouich, merci d'être avec nous. Merci Jamal, bonsoir Jamal, un grand salut à Saïd et à tous tes invités et aussi aux téléspectateurs qui suivent l'émission, que ce soit d'Algérie ou d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci. Alors, Mahrez, des nouvelles de Bjaïa, que s'est-il passé? Nous apprenons qu'il n'y a heureusement pas de victimes, mais qu'il y a des dégâts matériels. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? D'abord, je tiens d'abord à saluer le courage de la population de Béjaïa parce qu'effectivement, nous sommes en train de vivre une panique vraiment très généralisée depuis hier 20h parce que les secousses telluriques n'ont pas cessé depuis hier 20h. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, déjà il n'y a même pas une heure, il y avait une autre secousse de 4,5 vers 17h40 minutes. Donc effectivement, comme tu viens de le dire, Jamal, heureusement qu'il n'y avait pas de dégâts humains. Donc il y a justement des dégâts matériels au niveau de la vieille ville de Béjaïa et aussi dans certains villages. Donc effectivement, ce qu'on a comme information maintenant, c'est qu'on a pratiquement enregistré une dizaine de secousses. La plus grande de secousses, effectivement, c'était hier vers 1h40 minutes, donc c'était du jamais vu, de jamais vécu ainsi. C'est-à-dire que ça a fait un peu rappeler le séisme de Boumerdès, ce qui est à retenir effectivement qu'actuellement il y a une panique, je dirais, généralisée. Hier soir, la majorité, je dirais, des citoyens de centre-ville, de la côte est et ouest, pratiquement ont passé la nuit à l'extérieur parce qu'il y avait juste après plusieurs secousses. Donc panique générale, des dégâts matériels. Heureusement qu'il n'y avait pas, comme je viens de le dire, des dégâts humains. Mais effectivement, ça je dirais, ça donne encore une autre fois à débattre des questions sur, par exemple, la situation de l'ancienne ville ou de la vieille ville, que je dirais abandonnée depuis longtemps. Pourtant, il y avait tout un ensemble de rapports par rapport à l'état des anciennes bâtisses, aussi par rapport à ceux qui souffrent depuis longtemps dans plusieurs cités qui sont aussi recensées comme
orange au rouge. Et puis, effectivement, ça suscite aussi un débat sur le retard flagrant de la nouvelle ville de 9 000 logements qui ne cessent de vivre effectivement un retard flagrant depuis pratiquement une quinzaine d'années. D'ailleurs, aujourd'hui, encore une autre fois, je salue le courage des habitants qu'on a constaté depuis pratiquement 7 heures du matin par rapport à un travail de solidarité qui a été fait aussi par certains comités de village, par certaines associations, du moins pour calmer les habitants et pour aussi évacuer les personnes blessées, parce que nous avons quand même, j'ai pas le chiffre exact, mais effectivement, on avait enregistré plusieurs personnes blessées, plus aussi accompagnement psychologique, parce que comme je viens de le dire, pratiquement on enregistre une secousse chaque 1 heure, 2 heures. Donc aujourd'hui, depuis 7 heures du matin, selon d'ailleurs certains sites d'information, on a pratiquement 5 ou 6 secousses. La dernière, il n'y a même pas 1 heure. Donc pour vous dire effectivement tout un travail qui doit se faire aujourd'hui. Et je pense que la société civile doit faire ce travail d'accompagnement. Et justement, est-ce que les pouvoirs publics assurent en matière de prise en charge des victimes, des traumatisés, mais aussi de sécurisation du mobilier urbain qui a été touché, qui pourrait menacer ruine si les répliques plus fortes venaient compliquer la situation? Est-ce que les pouvoirs publics assurent? Je ne pense pas qu'ils doivent assurer, parce qu'effectivement, comme je viens de le dire, que certains sites effectivement sont recensés depuis longtemps comme des zones rouges, et même les services techniques ont déjà signalé ça, et il est important de dire qu'ils doivent justement prendre toutes les mesures nécessaires, parce qu'on ne peut pas jouer avec la vie des Algériennes et des Algériens, on ne peut pas jouer avec la vie des Bogiotes. Donc il y a des zones rouges qui doivent être prises en charge, l'évacuation. Il y a beaucoup d'écoles d'ailleurs qui ont été touchées. Il y a beaucoup de mosquées qui ont été touchées, beaucoup de blocs qui ont été touchés. Effectivement, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que ce que je sais, c'est que la société civile est en train de faire un travail extraordinaire. Et c'est ce qui est important. Les autorités sont censées aujourd'hui de mettre un plan d'urgence, parce qu'effectivement, il y a un cumul de problèmes depuis longtemps. Il y a plusieurs sites qui sont pratiquement des sites qui peuvent tomber à n'importe quel moment. Ils étaient recensés, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis aussi longtemps. Et aussi, je pense qu'aujourd'hui, le séisme de Béjaïa est une leçon aussi pour les autorités locales, les élus en particulier, de prendre en charge tous les projets qui sont gelés depuis longtemps sous prétexte de l'austérité. Beaucoup de projets, Jamal, qui ont été bloqués, beaucoup de projets qui vivent aujourd'hui un retard flagrant. Une cité, la nouvelle ville, par exemple, de Douadrir, qui enregistre un retard flagrant de plus de 10 ans, si ce n'est pas 15 ans. Le CHU de Béjaïa qui est gelé depuis pratiquement longtemps. Des projets c'est-à-dire d'aménagement de plusieurs sites n'ont pas été pris en charge. Donc aujourd'hui, je pense que les élus, en particulier les associations de la société civile, il est temps effectivement de mettre en place un plan d'urgence et de débattre un plan d'urgence pour la wilaya de Béjaïa. Et je peux vous dire clairement que ce séisme certainement va dévoiler beaucoup de manques et de choses qui ont été cachées à tort, par plusieurs gens et par plusieurs responsables. Donc, en tout cas, à écouter la présidence ou à croire la présidence de la République, elle vient de communiquer, voilà ce qu'ils nous disent. Écoutez bien, hein, parce que c'est vraiment fort de café, ça devrait réjouir les bougiotes. C'est tellement gros que j'ai un peu honte de lire, mais enfin, je vais le faire. Le président Tebboune se décharge de toutes ses activités aujourd'hui pour suivre la situation de Béjaïa. Voilà. M. Tebboune se dévoue totalement et uniquement, exclusivement et exceptionnellement à Béjaïa. Mahrez.
Oui, qu'est-ce que je veux que je te dise, Jamal? Ça vous laisse quoi? Le système, le système, il est complètement dans sa logique. On ne peut pas imaginer autre chose. Le système, il est dans cette logique démagogique. Ce qui est important, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Béjaïa, une grande ville côtière qui vit un retard flagrant. Tous les projets, tous les méga-projets sont pratiquement bloqués depuis des années. On a tout Et le puis, temps... Béjaïa est une des villes les plus antiques, les plus historiques du pays. Elle a un patrimoine architectural très ancien, très fragile. Est-ce que ce séisme a provoqué des dégâts dans ce patrimoine? Est-ce que vous avez des informations sur cette question? Moi, je pense effectivement que la majorité des sites historiques sont au niveau de l'ancienne ville et de la vieille ville, et certainement ils ne sont pas touchés, selon les informations que nous avons, d'une façon, je dirais, flagrante, mais du moins, ils étaient touchés. Mais ce qui est important, c'est que c'est des sites qui ont été déjà abandonnés depuis pratiquement longtemps. Je vous cite le site de la Casbah, ou les sites, pareil, les anciens sites, c'est des Wali, etc. Donc c'est des sites... Comme toutes les Casbahs du pays, hein, par ailleurs, comme tous les Ksour, comme toutes les anciennes cités du pays. Ouais. Effectivement, c'est des sites qui sont abandonnés depuis longtemps. Et puis rajoutons à ça, comme j'ai dit tout à l'heure, que le retard en matière de prise en charge, par exemple, des familles, des sans-abri, des familles qui sont pratiquement dans des gourbies, etc. Donc, ce qui est important, c'est que aujourd'hui, ce séisme, j'espère bien qu'il va réveiller la conscience de la société civile en particulier, parce que moi, personnellement, je compte beaucoup plus sur les associations, les citoyens, les habitants qui ont, comme ils l'ont fait pour le Hira, qui se sont donnés à fond. Aussi, merci. Ils peuvent se donner à fond. Mais ce qui est important aussi, c'est que, si vous me permettez, Jamal, j'en profite aussi de cette occasion pour saluer le peuple algérien pour son soutien, pour les Bojiotes aussi, pour les gens de Béjaïa qui ont, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire démontrer un courage exceptionnel, mais aussi je tiens à dénoncer aussi ce qui s'est passé lors de la marche du mardi. C'est pour dire aussi que les Algériens, quand ils sont sortis pour le Hirak, c'est pour construire une république nouvelle, démocratique et sociale et des libertés, mais malheureusement la communauté universitaire a été gravement et violemment réprimée par les forces de l'ordre le mardi passé. Effectivement, aujourd'hui, comme je viens de le dire en des secondes, c'est que les Algériennes et les Algériens, comme ils se sont donnés à fond pour le Hirak, aussi, ils peuvent se donner à fond aussi pour la prise en charge des victimes, des sans-abri, parce qu'ils sont plusieurs, et ils sont en centaines, et des gens qui ont perdu leur maison ou qui ont perdu leurs biens, donc ce qui fait à travers une solidarité citoyenne agissante, et je suis sûr et certain que cette solidarité agissante va être au rendez-vous comme d'habitude. Merci Mahrez Bouich, au plaisir de vous retrouver. Solidarité donc, préconise Mahrez Bouich pour nos compatriotes de Béjaïa, mais pas seulement, pour toutes les villes qui ont été secouées et où certainement beaucoup de nos compatriotes les plus mal logés, ceux qui habitent dans des conditions précaires, ceux qui sont dans des conditions économiques difficiles, ont besoin de l'aide et de la solidarité nationale. Et tout le monde sait qu'il ne faut pas trop compter sur le régime pour le faire. Alors, nous allons voir une vidéo assez amusante, moi je trouve, à Béjaïa, d'un jeune qui s'adresse à un ministre, pas le wali de Béjaïa, le ministre. Nous allons écouter. سكنت عبد الله لم تراوح مكانها السكنات الاجتماعيه لو كان سكنت ما على بالناش ولا تكزيستي في الجزائر جاي هذاك ولا تكزيستي ما تخافش راني عابد هضر مع سيدي واش نقتلوه واش ندير بيه نقصر تعذروني واقف معكم نسمع شوف والله ما على بالي انت واش فهمت كيفاش والله ما على بالي واش رانا نهضر معاك
وسيط السكن لماذا شوف نقول كيما هذا يكذبوا انا اللي نقول لك خليهم يقتلوني ماشي ما يخبوني يكذبوا نصبح الناس فيكم هذا واش نهضر معاكم كل حاجه خدموا خدمتكم السلام عليكم خدموا خدمتكم حاسبوا. Un jeune qui dit au ministre des Travaux publics, tout ce qu'ils vous disent, les responsables locaux, ils sont en train de vous mentir. Et tout ce que nous vous demandons, nous, on ne vous demande rien. On vous demande de faire votre boulot. Voilà ce qu'il lui a dit le jeune. Alors, aujourd'hui est aussi la commémoration d'un événement, j'allais dire, fondateur pour l'Algérie indépendante, la signature des accords d'Évian le 18 mars 1962. Des accords d'Évian qui sont signés par Louis Jox, ministre français des Affaires étrangères, des Affaires algériennes, pardon, et Karim Belkacem, colonel de l'armée de libération nationale au nom du gouvernement provisoire de la République algérienne. Le 8 avril, quelques jours après, le 8 avril 62, les électeurs français se prononcent sur les accords d'Évian qu'ils approuvent à une très large majorité, 90,81%. Les Français d'Algérie ont été exclus du scrutin. Côté algérien, le 1er juillet 62, le oui l'a emporté à 99,72% des suffrages exprimés. Et le 5 juillet, l'Algérie a acquis officiellement son indépendance. Nous allons voir quelques images. Ma prochaine question pour vous, ce sera ce que vous venez de dire. Cessez de demander nos droits, il nous faut les arracher. Je reviendrai vers vous avec cette question et je vous demanderai de nous expliquer ce que vous voulez dire et comment, selon vous, pourrions-nous les arracher, ces droits, plutôt que de les revendiquer. Mourad Salhi, sur ces déclarations de M. Zarmati qui n'ont fini pas de produire finalement des phénomènes très, très, très favorables au Hirak, puisqu'il est en train de prouver tout seul, face au monde entier, que la justice algérienne n'a rien d'indépendant, qu'elle est tout à fait soumise, que ces juges ne bougent pas une oreille et qu'il en arrive à faire des déclarations publiques au lieu de téléphoner ou de tenir une réunion confidentielle. Il dit non, 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 j'ai ordonné aux juges de ne traiter, de ne lancer aucune procédure sur la corruption des biens publics sans mon autorisation personnelle. Tout à fait, Jamel. Donc, pour commencer, je tiens à respecter votre thème. C'est l'émission, c'est Zarmati, donc je dois quand même dire un petit mot sur Zarmati, mais vous connaissez très bien ma position là-dessus, Jamel. On sait très bien que Zarmati est en train d'appliquer les prescriptions de la police politique de Mokhabarat, des généraux. Ça, c'est les Algériens aujourd'hui s'expriment librement, donc à travers tout le territoire, donc c'est clair. Ces messages, il faudrait bien les prendre en compte. Maintenant, si on dit que Zarmati en fait, il est en train de faire peur. Zarmati, il est en train de démontrer que le peuple algérien a eu le bon choix de continuer avec ce Hirak. Zarmati, il est en train de démontrer que l'Algérie, elle est l'antithèse de ce qu'on appelle un État démocratique. Zarmati, il est en train de montrer et puis démontrer ce que c'est, on va dire, le tyran en action, malheureusement, pour notre Algérie. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû, en fait, au problème essentiel. Aujourd'hui, Jamel dit, la composition de l'Algérie, elle se présente comment? Elle se présente, c'est quoi? Là, au haut de la pyramide, on a quoi? On a des généraux assassins, on a des criminels des années 90, 90. Hein? Je ne vais pas les citer pour pas ne perdre le temps, mais tout le monde sait que le retour du clan toufikien, il est au sommet de l'État. Ok. Alors, on a quoi? On a une collaboration avec le représentant de la France, l'agent, je dis bien, la DGSE, donc, qui est donc l'ambassadeur de la France à Alger. Ils sont en train de manigancer contre le peuple algérien. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a en fait des secteurs. Ces secteurs religieux, politiques, artistiques, journalistiques, tout le monde est à l'action au coup d'envoi.
On a des partis politiques d'un côté qui appellent à aller trouver les fraises de Skikda. Hein? C'est la période d'ailleurs, avec ces élections prévues, quelque chose dans son genre. Maintenant, on voit que, bon, je ne sais pas s'il est en On nous Allemagne. dit, Mourad, on nous dit que, je ne me rappelle plus du chiffre, 24 ou 25 ou 26 partis politiques, je les mets entre guillemets bien sûr, ont retiré les formulaires de candidature. En fait, ce n'est pas des partis politiques, on va dire, c'est des mercenaires. C'est des gens qui sont au service du tyran. La composition aujourd'hui, il faudrait utiliser les bons termes, qu'on soit clair. Il faudrait qu'on soit donc en collaboration et puis sur le même rythme que le peuple algérien. Le peuple algérien aujourd'hui, il exprime très bien d'une manière claire. Je continue sur une petite minute, Jamaldine. La composition aujourd'hui, essayer de refaire le même carnaval. Hein, la machine de la répression, elle est derrière. On a un certain soutien. On va essayer de sortir le dahdouh. On a une classe, malheureusement, je le répète, malheureusement, démocrates, donc non pratiquants, qui sont en train de jouer le jeu, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, et notamment en France, pour faire peur et diaboliser ce peuple. On est en train de vendre, Jamaldine, sur un petit point, on est en train de vendre aujourd'hui, il y avait un article dans Le Monde en France, hein, on est toujours dans le paragraphe islamiste, un parti islamiste, un groupe islamiste. On est toujours, ils veulent vraiment... Moi, j'ai vu un article qui est apparu hier de Florence Baugé, qui est magnifique, qui parle de la pratique du viol pendant le colonialisme. Un article magistral de Florence Baugé. Tout à fait, bien sûr. Mais aujourd'hui, si on voit le monde accuse d'une partie, ou bien le peuple algérien, c'est un peuple islamiste. Et ça, c'est inacceptable. Il faudrait le dire. Le monde, on le sait très bien. Le monde, c'est ceux qui ont reçu de l'argent pour faire 3 pages pour la campagne de Bouteflika. Donc, on le sait très bien. Alors, aujourd'hui, Jamal, pour dire, il y a un seul patron. C'est la casquette, malheureusement. Et quelle casquette? La casquette éradicatrice des années 90. Malheureusement, le peuple aujourd'hui, il a compris donc toute cette manigance. Vous avez qu'à voir les slogans, et puis les slogans que de jour en jour, donc ils prennent de l'ampleur, et puis ça ne va pas ne marcher. Pourquoi? Parce que le peuple algérien aujourd'hui... Mais Mourad Salhi, est-ce que, pardon de vous interrompre, est-ce que le fait de réagir comme vous le faites, de dire la casquette militaire éradicatrice, ça veut dire qui est opposée aux islamistes, et vous dites islamiste, est-ce que ce n'est pas en quelque sorte, est-ce que vous ne tendez pas le bâton pour vous battre? Pourquoi ne pas ignorer plutôt ces gens qui font tout? Parce que le Hirak, quand il est né, quand il est sorti dans la rue, il ne disait rien de ces aspects extrémistes, laïcistes, islamistes, salafistes. Lui, c'était le Hirak, c'était la démocratie, l'état de droit, libérer le pays, changer le pays, faire une Algérie où règne la justice sociale. Et aujourd'hui, eux, ils ont réussi à injecter, à inséminer ce débat, cette polémique islamiste, éradicateur. Pourquoi tomber dans leur piège et pourquoi ne pas tout simplement les ignorer, leur dire « moi, je ne tombe pas dans votre traquenard, moi je suis Hirak et je reste dans le Hirak uni pour tous les Algériens ». Oui, Jamaldine, quand on dit donc éradicatrice, ça ne veut pas dire forcément contre l'islamisme, parce que dans le camp donc éradicateur des années 90, il y avait toutes les tendances. Hein. On a vu les islamistes, les démocrates, les centristes, il y avait tout le monde. Hein. Là, on n'est pas en train de viser donc une partie. Ce n'est pas mon propos. Ma question, quand je dis ça, je dis par rapport à la négation de ce peuple. On l'a accusé, c'est un peuple d'homosexuels, un peuple de Cherdima, un peuple d'islamistes maintenant, un peuple de terroristes. Et même de travestis, à écouter le ministre de l'Intérieur de l'époque. Jamaldine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on voit bien la volonté et on voit bien qu'est-ce que leur fait mal ce deuxième mi-temps de ce Hirak. Et restez avec nous, Mourad Salhi, je reviens à vous dans un moment. Saïd, sur ces sujets. Vous savez, Jamaldine, puisqu'on est dans l'esprit déviant,
Qu'en est-il de la promesse du 1er novembre? Celle de construire une Algérie démocratique et sociale. Quant au regard de la situation actuelle où nos frères et nos sœurs croupissent en prison par juste le fait qu'ils ont brandi une pancarte, où ils ont écrit un slogan, où ils ont dit pouvoir assassin. Ce n'est pas la reproduction des mêmes pratiques du colonialisme qui est en train de faire ce pouvoir, ce système criminel. Le procès aujourd'hui, c'est celui de l'instrumentalisation de la justice. Il y a 3 leviers. Ceux qui sont dans le pouvoir, pour avoir le pouvoir en Algérie, il y a 3 leviers qu'il faut avoir. Le premier, c'est les circuits informels de la rente, pour pouvoir acheter, pour pouvoir corrompre, pour pouvoir aussi s'enrichir sur le dos du peuple. Et acheter la paix sociale. Exactement. Le deuxième levier, c'est celui du pouvoir informel. Le pouvoir informel, il y a des ministres qui sont nommés par tel général, d'autres qui sont nommés par tel général, d'autres, des walis la même chose, les ambassades la même chose, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est le partage de l'Algérie, parce que la reproduction du système colonial en 2 collèges. Le collège des démunis et le collège des nantis. Le collège des nantis, c'est le système, c'est le conclave des généraux, le cartel des généraux, c'est les oligarques, c'est les prolongements... leur famille, leur clientèle. La base sociale du régime. Voilà, leurs alliés naturels. Exactement, oui. La base sociale du régime. Oui. Aujourd'hui, cette déclaration, d'abord, c'est une note interne consistant à ne pas prendre en considération les dénonciations pour corruption. Ce n'est pas tant une note interne qu'un communiqué qui a été rendu public, puisque ça a été repris par quasiment toute la presse. Oui, en tout cas, même si c'est une note interne, quand on lit, elle a été rendue publique. Exactement. Oui. Donc, le dispositif existait avant le 6 novembre 2019. Oui. Suite à la pression de notre révolution, ça a été retiré. Oui. Ils ont vu depuis que cette disposition devenait un danger pour le régime. Ça de un. Deuxième des choses, ils sont dans une configuration de rééquilibrage clanique. La maîtrise de l'impunité des leviers de la justice confère à celui qui les a un pouvoir qui est celui d'envoyer au cachot, d'affaiblir le clan qui est à côté. Et par conséquent, je crois que c'est une poche de recrutement qu'il vient d'ouvrir. Comme je l'ai dit la dernière fois, je ne m'adresserai jamais aux chiffons. Je m'adresse toujours aux chefs. En Algérie, les chefs sont les militaires et la police politique. Le commandement militaire et la police politique. Et tous les autres, ce ne sont que des Kleenex. La police militaire, la police politique qui est elle-même dans la junte, puisque ce sont des militaires aussi. Exactement. Il faut le rappeler, parce que... Exactement. Voilà. Donc, ce ministre, qui, outre mesure, ne représente absolument rien, moi, ce que j'ai envie de lui dire, médite la situation du Yahya. Pour comprendre qu'à un certain moment... Celui qui était son ministre. De Louh. Et d'ailleurs, cette disposition, c'est Louh qui était son ministre et qui aujourd'hui croupit Exactement. en prison. Le système, utilisant tous ces leviers, est en train de dire l'impunité, je vous l'offre, à travers une certaine forme de centralisation, qui est une remise en question de la séparation des pouvoirs. On enlève au pouvoir judiciaire son pouvoir, et le pouvoir exécutif, il centralise tous les pouvoirs. C'est ça l'Algérie nouvelle? Ça, c'est la dictature absolutiste. La dictature absolutiste. Donc, en matière de Entre droit... les mains d'une oligarchie militaire. Exactement. Donc, et là, si je fais juste une digression par rapport à tout l'arsenal, à commencer par l'élection du président du Sénat, par la loi organique sur les élections, et la contradiction, l'ordonnance qui va passer sur la loi électorale, qui va passer par ordonnance, et cette ordonnance, oui. La prochaine ABN, elle doit la voter. Et si elle ne la vote pas,
Non, 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 on n'a pas à la voter, c'est une ordonnance. Et puis l'autre ordonnance, c'est celle qui a diminué le nombre de sièges parlementaires. Exactement. Par ordonnance aussi. Et ça, dans le calcul, il y a une grande erreur, me basant sur le travail de juriste. Moi, je ne suis pas spécialiste, c'est les juristes qui en ont. Et par rapport à cette histoire du nombre de sièges et de centres électoraux, il y a une contradiction. Il y a que, en fait, dans la hiérarchie des lois, il y a d'abord la Constitution, ensuite il y a la loi organique, ensuite il y a la loi, ensuite l'ordonnance, c'est dans un cas exceptionnel. Absolument. Dans un cas ils peuvent vous dire aujourd'hui c'est exceptionnel puisqu'il n'y a plus de Parlement. Sans parler du délai de 3 mois pour l'organisation des élections, et là on dépasse les 3 mois. Ce que je veux dire, c'est que le système, on ne peut pas le voir sous le prisme juridique, au sens strict du terme. On ne peut voir ce système que sous l'angle mafieux, qui outrepasse toutes les lois, y compris les siennes. Y compris les siennes. Y compris les siennes. Y compris les siennes. Ils font les lois. Et là, si on voit toutes les contradictions, je me dis, aujourd'hui, il y a une indigence. Avant, ils prenaient compte des formes. Aujourd'hui, il n'y a pas de forme. Toutes les dernières lois, en matière de forme juridique, elles sont contradictoires par rapport à la loi fondamentale. Qui, sur le plan politique, cette loi fondamentale, elle n'est pas légitime du moment que le peuple ne l'a pas votée. Donc, celui qui l'a portée n'est pas légitime parce que Elle n'est pas légitime, mais elle est légale. Puisque la Constitution ne prévoit pas qu'en cas de très faible participation, le vote ne passe pas. Oui, mais la légalité, l'illégalité. La légitimité, elle n'est pas légitime, mais elle est légale par rapport à leur propre loi. L'illégalité, et là, je ne vais pas m'aventurer, mais c'est juste une suggestion d'analyse pour mes frères et mes sœurs qui ont des compétences en la matière, qui peuvent s'exprimer là-dessus. L'illégalité, c'est Tebboune. Tebboune est illégal. Tebboune est illégal. Non, moi je dirais qu'il est légal puisqu'il est sorti des urnes, même si elles sont frauduleuses, même si elles sont celui qui a validé ces élections, c'est-à-dire le président de la commission de surveillance des élections, est illégal. Ce qui rend Tebboune illégal, ce qui rend la Constitution illégale. Et ça, c'est une incitation. J'espère être contredit. Je ne détiens pas la vérité absolue. J'aide être contredit par les connaisseurs en la matière, mais c'est une piste de réflexion. Mais on ne peut pas voir ce système sous cet angle. Si on le voit sous l'angle de la légalité, on fausse d'analyse. L'angle sous lequel il faut la voir, c'est celui de la légitimité. Pourquoi la légitimité? C'est quoi, par exemple, une Assemblée nationale, une APR? Une Assemblée nationale, c'est juste la transposition de la légitimité et la participation de chaque citoyen dans une institution. À partir du moment qu'elle n'est pas là, c'est quoi un président? C'est juste la transposition de la participation de chaque citoyen dans une institution. C'est pour ça que leur constitution, leur assemblée, leur sénat sont légaux, par exemple, parce conformes à leurs propres lois, qu'ils font eux-mêmes de façon illégitime. Et c'est pour ça qu'ils sont illégitimes. Elles sont ni légales ni légitimes. Très bien. Alors, ma prochaine question pour vous, Saïd. Vous avez parlé tout à l'heure de l'appel du 1er novembre du congrès de la Soumam. Exactement. Au sujet du congrès de la Soumam, on dit souvent, et beaucoup de gens le prennent comme référence, le congrès de la Soumam, pour dire à l'armée « va dans tes casernes, tu n'as rien à faire en politique ». Or, le congrès de la Soumam, il a reconnu le pouvoir de l'armée comme étant un pouvoir plein et entier. C'est juste une question de primauté. Exactement. Parce que nous étions en guerre. Il y avait un pouvoir militaire, un état-major, mais ils lui ont dit, d'accord, tu fais de la politique, tu t'occupes des affaires algériennes, mais tu es soumis au pouvoir politique. Exactement. Primauté du politique sur le militaire. Tout à fait. Or, en l'occurrence, en temps de paix et après l'indépendance, on ne devrait pas dire primauté du civil sur le militaire, parce que c'est reconnaître un pouvoir militaire. Exactement. On devrait dire, non, la seule légitimité est celle du peuple. Il n'y a pas d'armée et de peuple. C'est reconnaître deux entités séparées, et donc c'est pour ça que l'armée dit, à partir du moment que je suis une entité à part entière, c'est normal que j'ai le pouvoir.
Vous savez, Jamel-Din. Mais c'est une question pour le prochain tour de micro. OK. Adel Jabbar, je reviens à vous pour... vous nous demandez de cesser de demander nos droits et qu'il nous faut les arracher. Est-ce que vous pourriez nous dire comment? Adel Jabbar? Oui. Donc, moi, je pense que nous sommes arrivés à un virage historique de notre révolution. Il faudrait traverser ce cap-là avec beaucoup de sérénité, de mobilisation, de conviction. Ce n'est pas ce qui manque actuellement dans le combat que mène le peuple algérien. Je voudrais rebondir juste sur une question à propos des idéologies, de l'islamisme, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous disiez qu'il faudrait chasser d'un revers de la main tous ces propos-là. Ils ne nous intéressent pas. Le peuple algérien a démontré, malgré toutes les tentatives diaboliques et sataniques de division de la part de ce pouvoir, un ennemi n'aurait pas pu faire mieux et plus pour nous diviser et créer la zizanie entre nous. Donc le peuple algérien est resté extrêmement solidaire parce qu'il y a eu un travail de conscientisation extraordinaire qui a été fait. Aujourd'hui, il y a une grosse maturité politique. Et le peuple algérien a non seulement transcendé la partisanerie, mais aussi les idéologies. C'est la première fois depuis la nuit des temps que les idéologies ne sont pas exclusives, elles sont inclusives dans le Hirak. Donc ces débats d'intellectuels, entre guillemets, de ces élites, entre guillemets, n'affectent en rien le Hirak algérien, pour ma part. Ça fait partie de la subversion des mukhabarat algériennes qui tentent le tout pour sortir le diable de leur sac et ils ne vont pas se retenir pour commencer à lâcher leur baltagia et faire des violences. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure et mon propos est là. Moi, je pense que la prochaine étape, ça va être vraiment une réaction extrêmement musclée de la part du Hirak algérien, tout en restant non violent et pacifique, mais passer à une autre étape. Ce qui fait très mal dans les guerres, parce que moi je pense, et j'estime, et je comprends que nous sommes en guerre contre cette Ressaba qui a pris le pouvoir de force. Si elle n'avait pas la mitraillette en main, elle ne se comporterait pas comme ça, elle ne continuerait pas à nous dénier nos droits de vivre tranquillement chez nous. Donc l'argent étant le nerf de la guerre, aujourd'hui cet argent commence à se faire rare en Algérie. Parmi nos populations, il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement déshérités et pauvres et qui n'arrivent pas à boucler leur fin du mois, ce qui me faisait dire que l'Algérien d'aujourd'hui a plus peur de la fin du mois que de la fin du monde. Donc je demanderai aux Algériens de faire une désobéissance civile qui ne leur coûte rien. Au contraire, elle va les enrichir. Il ne faut plus payer les contraventions, il ne faut plus payer les amendes, il ne faut plus payer les factures d'électricité, les factures d'eau, les loyers, les taxes, les contraventions pour les masques à 10 000 dinars, etc. Ne payons plus. C'est une désobéissance civile extrêmement intelligente, mais aussi extrêmement rentable pour les citoyens algériens. Laissons-les courir. Il y a une deuxième étape que nous ferons aussi dans le cadre de cette désobéissance civile qui ne touchera à rien en la quotidienneté du citoyen algérien, parce que les commerces continueront à travailler, les hôpitaux à fonctionner, les pompes à essence à servir. C'est de ne plus jamais répondre aux convocations de leur police, les faire courir, ne plus jamais répondre aux convocations des tribunaux iniques où il n'y a que l'injustice qui règne. Donc c'est des petites mesures comme ça, et on pourra imaginer des milliers de possibilités. Mais Adel Jabbar, moi j'entends bien ce que vous dites, mais vous savez que la désobéissance civile, elle a 1001 facettes, et encore quand je dis 1001, je reste très modeste. Il y a autant de déclinaisons qu'il y a d'imagination. Mais qui va dire comment il faut faire, parce que sinon ça tournerait à l'anarchie, sinon chacun ferait sa désobéissance civile telle qu'il la voit lui-même. Qui pourrait venir dire nous devons monter d'un cran, nous allons entrer dans un cycle de manifestations
de désobéissance civile. Mais voilà comment nous allons commencer, par ceci, par cela. Les hôpitaux doivent continuer à travailler, les ambulances, les chauffeurs de taxi, les mairies, les ceci, les boulangers. Mais qui pourrait venir demain proposer une feuille de route? Et si quelqu'un d'aventure, un parti politique, un hirakiste, un leader quelconque, s'amuserait à le faire, tout le monde lui dirait « Mais de quoi tu te mêles? Qui t'a autorisé à parler au nom du Hirak ?» Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plus ardu que vous ne le dites? Il faudrait rendre hommage à l'intelligence de ce peuple-là. Sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a 25 à 30 millions de cerveaux qui sont connectés H24. Je vous l'ai dit dans une de vos émissions la dernière fois, quand il y avait la sortie de nos étudiants un mardi et quand ils ont commencé à se faire tabasser et violenter par la police. Il y a eu un appel de 2 jeunes à la Kasbah qui sont des figures de proue de ce Hirak-là, qui ont appelé les gens de Bab el-Oued et de la Kasbah à sortir. Ils sont sortis en masse pour aller protéger nos étudiants, leur faire traverser les barrages de la police en empruntant d'autres chemins de la Kasbah, ce qui m'a fait rappeler la bataille d'Alger de l'époque. Ils ont contourné les barrages et ils ont forcé les barrages de façon non violente et ils ont occupé la rue. On n'est pas en train de dire aux gens cessez la production du pétrole ou fermez les hôpitaux ou fermez vos boulangeries. On est en train de dire aux Algériens, et je suis certain que si cet appel-là est lancé, parce qu'il est tout bénéfice pour le peuple algérien, pour les gens qui n'ont pas d'argent, pour les gens qui ont de la difficulté à vivre, ils vont garder leur argent au lieu de donner cet argent-là à ce régime illégitime qui va le distribuer à ces mercenaires qui sont en train de nous tabasser et de nous rendre la vie impossible. Donc, on n'est pas en train de dire faites grève, on fait une grève pour ne pas payer les sommes qui sont indues. Vous savez que dans les factures d'électricité que les Algériens reçoivent, il y a 7% de redevances télévisuelles de la télévision de l'armée qui ne cesse jamais de nous insulter et de faire de la propagande contre le peuple algérien. Au moins qu'on assèche les 160 millions de dollars qu'on donne indûment à cette lucarne de malheur qui n'a jamais couvert une activité ou qui ne s'est jamais sensibilisé à la détresse, à la pauvreté et à la misère des Algériens. Donc moi, j'appelle de tout mon vœu à ce qu'à partir de samedi prochain, tous les Algériens se mettent ensemble, solidairement, conjointement, pour dire on ne paie plus l'électricité, on paie plus. Ils ne peuvent pas laisser l'Algérie sans eau, ils ne peuvent pas laisser l'Algérie sans gaz, ils ne peuvent pas laisser toute l'Algérie sans électricité. Ils sont obligés de céder parce qu'on va les toucher dans leur nerf. Et leur nerf, c'est l'argent. Et je me permets de vous interrompre, Adel Jabbar, parce que nous allons devoir parler un peu du Hirak demain. C'est pour ça que vous demanderai à vous trois de faire des tours de micro assez dynamiques pour que nous puissions faire tourner. Alors, Mourad Salhi, demain, Hirak 108, vendredi 108, ça va être très chaud, ça va être très dense. Il semble que beaucoup de villes se préparent demain à entrer dans le Hirak. Et il y a même les radiés de l'armée, qui sont un groupe très important, qui manifeste de façon assez vigoureuse, j'allais dire, et qui a annoncé, jusque-là, c'était des revendications socio-professionnelles qu'ils mettaient en avant. Aujourd'hui, ils ont demandé pardon au peuple algérien de façon officielle, par communiqué, par voie de communiqué. Ils ont dit nous ne ferons plus de revendications socio-professionnelles. Nous rejoignons le Hirak à partir de demain. Nous nous inscrivons dans le Hirak et nous allons adhérer au Hirak jusqu'à la libération du pays et le changement de régime. Mourad Salhi. Oui, Jamaluddin, oui, bien sûr. Donc demain, c'est un vendredi, donc encore plus chaud. Enfin, quand on dit plus chaud, c'est dans le bon sens du Hirak. Hein. Voilà, toujours dans la silmiya, toujours dans cette conscience, dans cette solidarité sur ce chemin vers la liberté. Il est clair que j'ai lu aussi, donc quelqu'un m'a envoyé donc tout à l'heure donc un petit communiqué d'excuses ou quelque chose comme ça envers le peuple, que voilà. Et c'est bien. Pourquoi? Parce que après tout, que ça soit les retraités et ces anciens, ces gens qui ont reçu quand même
un mépris de la part de cette institution-là. Et puis les autres secteurs, après tout, c'est des Algériens. Hein, leur place, c'est toujours avec le peuple. Hein, on est tous ensemble. Et puis c'est clair que c'est un pas positif, hein, entre les revendications socio-économiques qu'ils réclamaient, hein, malgré les infiltrations, malgré les manigances des services et tout ça, mais enfin, donc, il y a quand même donc, la conscience, les gens ils se sont rendus compte qu'il faudrait quand même mettre la main dans la pâte avec ce peuple, dans la Silmia, parce que le problème politique, c'est une fois réglé, il va régler tous les problèmes, donc que ce soit sociaux, économiques et autres. Maintenant, donc, la continuité. La continuité, le peuple algérien, je pense qu'il a compris que, pour le moment, il faudrait donc accentuer les manifestations, les marches, peut-être rajouter 1 voire 2 jours pour avoir donc ce contrepoids, le contrepoids donc lié moralement sur les réseaux sociaux, médiatiquement, celui qui fait peur maintenant, donc c'est vraiment le peuple. Il fait peur dans le bon sens, hein, comme ça donc qu'on soit bien clair et toujours dans le pacifisme. La question c'est que une fois donc on a cette force, dans ce cas-là, à mon avis, le peuple algérien, il est assez capable. Il a démontré qu'il est capable d'augmenter vraiment la cadence. On a vu, Jamaldine, que la deuxième mi-temps du Hirak, il a suffi d'un petit slogan. Un petit slogan a fait mal. Donc je pense que notre confiance est totale. On est tous optimistes et tous ensemble pour le chemin qu'il a emprunté notre peuple. Il est clair que le peuple de l'intérieur, c'est vraiment à la priorité sur les gestes et sur donc At-Tas'id. Merci. Voilà. Merci Morad. Pardonnez-moi de vous interrompre. Nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Je vous remercie d'avoir participé avec nous. Au plaisir de vous revoir. Adel Jabbar, en moins de 2 minutes, si vous le pouvez. D'abord sur cette histoire de radiés de l'armée qui rejoignent le Hirak et sur le vendredi 109. Je vous en prie, Adel Jabbar. Je note avec énormément de bonheur le retour parmi leur peuple des anciens de l'armée, tous ceux qui ont été radiés, les blessés, etc. Ils viennent de comprendre que cette dictature-là ne fait absolument aucune différence entre les Algériens, comme elle n'a pas fait de différence pour emprisonner arbitrairement, violemment des intellectuels, des chercheurs, des médecins, des chômeurs, des marchands de légumes. Pour cette dictature-là, nous sommes tous des ennemis. Donc moi, je me réjouis de ce retour-là. Je l'avais mis au conditionnel, mais tout de suite après, quand j'ai lu leur communiqué, j'étais extrêmement content. Il s'agit d'Algériens comme nous qui ont le sens de l'organisation. C'est un groupe homogène. Je pense qu'ils rajouteront beaucoup au Hirak. Il y aura du sang nouveau. J'aimerais et je suis quand même curieux de les voir demain parmi nous pour merci Adel Jabbar, merci, pardonnez-moi de vous interrompre. Au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah, très bientôt. Saïd Aknin, vous allez avoir le mot de la fin. D'abord, réponse très rapide sur la primauté. Exactement. D'abord, il y a 2 contextes différents. Le contexte de guerre et le contexte actuel sont complètement différents. Et puis le congrès de la Soumam, c'est la direction politique, c'est l'organisation, c'est la modernité. Et d'ailleurs, il y a des raisons pour lesquelles il n'y a ni oriental ni occidental, une Algérie algérienne, ce que véhicule le peuple aujourd'hui et l'aspiration du peuple. Je crois que ce que exigeait les moments, le contexte, l'histoire en 1956, aujourd'hui, c'est plus la séparation de l'armée, du politique. Et c'est pour cette raison qu'un militaire, on le paye avec l'argent pour défendre le pays, il est au service du pays. On met un ministre civil parce qu'il doit être civil et on l'appelle la grande muette, ce qu'on avait discuté tout à l'heure, parce qu'elle ne doit pas se mêler de la chose politique. Donc, on est dans une histoire de séparation, simplement que chaque pays a son contexte historique, a son cheminement, a sa construction. Le peuple algérien aujourd'hui, s'il a repris
la photo d'Abn Ramadan, d'Ibn Mehdi, de Zérout, c'est parce que l'histoire, il y a la reprise historique. Compte cette histoire de ceux qui... Le Hirak, les radiés de l'armée. Le Hirak n'appartient à personne. Il n'a pas de direction, il n'a pas de zaïm, il n'a pas besoin de zaïm, il ne va pas avoir de zaïm, il n'a pas de chef, il n'y a pas de sous-chef. C'est une horizontalité avec une intelligence collective. Simplement, cette intelligence collective et cette horizontalité, quand on vient, ce n'est pas l'intelligence et à l'horizontalité de se mettre à notre service, c'est nous de nous mettre au service. Et par conséquence, quand on vient en tant qu'individu et non pas en tant qu'entité. Quand on vient dans le milieu populaire, on enlève sa casquette, toutes les casquettes. On devient un enfant du peuple au service de la patrie. Pour les autres, celui qui veut venir en tant qu'organisation, le Hirak... C'est pas cette révolution, elle porte tellement quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus haut, de plus noble, de plus printanier qu'aucune organisation ne va imprimer cette dynamique. Il n'y a que le peuple algérien qui puisse... sinon, on est tout heureux. La dernière fois, j'ai dit, y compris les enfants du système, qui ont servi le système et qui sont prêts à dire, on vient vers le peuple, qu'ils viennent juste. D'ailleurs, les policiers, les gendarmes, les militaires, posez vos matraques, posez vos casques. Il y a bien des exemples de par le monde. Nous sommes nos frères, vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs. Nous, on n'a pas de haine. Notre révolution, c'est la silmiya. La silmiya, c'est pas simplement la non-violence. C'est le désir de vivre ensemble, c'est l'amour de l'autre, c'est la solidarité agissante, c'est l'humanité, c'est la terre-patrie, c'est nettoyer la rue, c'est aider son voisin, c'est aimer l'Algérie d'un amour transcendantal. Pour cette raison que rien ne pourra l'arrêter, parce que le peuple algérien est porté par des sentiments nobles, sincères et honnêtes. Il n'est ni dans la vengeance, ni dans la haine. Nous laissons la haine aux hommes du passé et du passif. Le peuple algérien, c'est les hommes et les femmes du présent et de l'avenir. On ne saurait mieux conclure. Merci beaucoup, Saïd Aknin. Je suis désolé de ne pas avoir lu les questions et les commentaires de nos amis sur Facebook. Je vais en lire un seul, il est un peu long. Mohamed El Aïd Bellash, le peuple est avide de liberté, il a faim de justice. Ce pouvoir d'usurpateur et de médiocre despote de la plutocratie ne sème que le désespoir, la malvie, la division, la haine et la corruption en détruisant le pays. Belheimer et Zarmati ne sont que des marionnettes aux mains des fantassins des Tagarins. Le premier nommé est le ministre de la propagande et des balivernes en tout genre, et le second, le bras armé et bourreau des locataires du club des lapins. Tebboune sert de chef d'orchestre et de clown dans cette tragique comédie burlesque. Demain, vendredi, de Hirak, une seule chose, comme d'habitude, Silmiya, Khawa, Qawa la khair, Slama. Merci à vous, merci à Saïd Aknin, merci à Mourad Salhi, merci à Adel Jabbar, Qawa la khair, Slama, et merci beaucoup à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Qawa la khair.